Quelques minutes, c'est tout ce qu'il a fallu pour qu'un festival de musique tourne à l'horreur. 10 personnes volaient à perdre la vie. Des centaines d'autres allaient être blessés. Ils doivent arrêter le spectacle car des gens sont coincés derrière. Et des milliers d'autres resteraient sous le choc et traumatisés. Arrêtez le spectacle, arrêtez le spectacle. Ce qui devait être une fête musicale est devenu l'une des pires catastrophes de concerts de l'histoire. Voici l'histoire de comment cela s'est produit. Pour beaucoup, Astroworld n'était pas seulement un concert. C'était l'événement de l'année. Nommé d'après l'album de Travis Scott de 2018, le festival est devenu un rendez-vous annuel pour des milliers de fans. Pour Barty Shahani, 22 ans cette nuit devait être inoubliable. Barty avait planifié sa tenue pendant des semaines. Pantalon évasé noir, crop top assorti et strass pour les yeux pour un look de festival parfait. Elle avait parlé sans cesse de la programmation, impatiente de voir Lil Baby et Travis Scott se produire. Scott s'était forgé une réputation d'artiste qui prospérait grâce à l'intensité. Ses concerts étaient célèbres pour leurs pogos, les sautes de scène et une culture de la rage tapageuse qui encourageait les fans à repousser les limites, parfois même au sens propre. Malgré les avertissements d'experts en sécurité et des forces de l'ordre sur les dangers de ces concerts. Astroworld 2021 devait être le plus grand jamais organisé. 50 000 billets ont été vendus en 1 heure après l'ouverture des ventes. Les organisateurs ont renforcé la sécurité après le festival chaotique de 2019 marqué par des piétinements. Plus de 1000 agents de sécurité et policiers étaient apparemment présents, un nombre qui s'avérerait cruellement insuffisant. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que ce festival était déjà voué à l'échec avant même d'avoir commencé. Les signes avant-coureurs étaient là, ignorés, écartés ou tout simplement invisibles. Et au moment où les premières notes ont retenti, il était déjà trop tard. Il faisait encore nuit quand les premiers fans sont arrivés à Energy Park, impatients d'obtenir une place près de la scène. Au fil des heures, la foule grandissait, s'étendant sur des milliers de personnes autour du festival. L'excitation était palpable, mais aussi une tension. À 7 heures, les pompiers et la police de Houston avaient installé un poste de commandement à plus d'1 mile de la scène principale. Un second poste, plus proche, n'a jamais été activé. Cela s'est avéré crucial par la suite, laissant les premiers intervenants mal positionnés au moment où ils étaient le plus nécessaire. Les premiers problèmes ont commencé à 8h15. Face à l'agitation, un lieutenant de police a réclamé en urgence du matériel anti-émeute, bien que les portes étaient encore fermées. À 9h45, l'excitation était devenue agressivité. Les fans ont franchi les barrières et envahi le festival, débordant la sécurité. Sans contrôle des billets, il était impossible de savoir combien de personnes étaient réellement entrées dans le festival. À ce moment, cela paraissait chaotique, mais les enquêteurs l'ont décrit différemment par la suite. Un avertissement ignoré peu de temps après qu'un autre signal d'alarme soit apparu, les pompiers de Houston sont arrivés pour une inspection de sécurité, mais la société de sécurité privée engagée ne les a pas laissés entrer malgré des demandes répétées. Ils se sont vus refuser l'accès et ont reçu une carte au lieu d'une visite complète. Cela signifiait qu'ils ne pourraient évaluer les dangers de l'aménagement qu'une fois les portes déjà ouvertes. Essayant toujours de gérer la situation, les pompiers ont demandé des radios pour communiquer pendant l'événement, mais ils n'en ont pas reçu. On leur a donné un numéro de portable, inutile quand les réseaux étaient saturés, laissant appels et messages sans réponse. La situation s'est aggravée au fil de la journée. Selon plusieurs témoins oculaires, en milieu d'après-midi, la sécurité avait abandonné tout effort de contrôle de la foule. Plus de contrôle de bracelets, de fouilles de sacs, ni d'indications directionnelles. Le site du festival était devenu chaotique, la sécurité impuissante. À 15h15, la police de Houston a signalé des conditions dangereuses dans la foule. Mais au lieu de prendre des mesures préventives, le festival a continué sans contrôle. Juste 1 heure plus tard, des centaines d'autres personnes ont franchi une porte, forçant leur entrée dans le lieu. À 16h30, des festivaliers étaient déjà blessés près de la scène secondaire où se produisait Don Toliver. Des témoins ont décrit une scène de panique, la foule compressée, des fans escaladant les barrières pour fuir.
Cela aurait potentiellement pu être un tournant. Les organisateurs avaient eu toutes les raisons de faire une pause, de réévaluer la situation et de renforcer la sécurité. Au lieu de cela, aucune mesure n'a été prise. À l'approche de l'événement principal du festival, les autorités ont fait une dernière tentative pour éviter la catastrophe. À 17h, le chef de la police a rencontré Scott et son équipe, les avertissant de la foule agitée et les appelant à la prudence sur les réseaux sociaux. C'était un avertissement clair donné peu avant la première note. Pourtant, aucun changement n'a été apporté. A-t-il été ignoré ou simplement écarté ? À 18h55, la sécurité a effectué un changement de dernière minute. 15 agents de sécurité ont été envoyés dans l'étroit espace entre la première barricade et la scène. Sur le papier, c'était donc des renforts, mais un problème majeur subsistait. Aucun n'avait de radio, d'oreillette, ni de moyen d'appeler à l'aide ou de recevoir des instructions. Quand la foule a poussé, ils étaient seuls. Il n'y avait aucune chaîne de commandement, aucun plan clair et aucune communication. Donc, quand les choses ont mal tourné, ils n'avaient aucun moyen de l'arrêter. Et à seulement quelques mètres de ce chaos qui se déchaînait, Barty et Namurata se rapprochaient de la scène, inconscientes de ce qui se tramait autour d'elle. Tout ce que Barty voulait, c'était être plus proche de la musique, mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que l'endroit le plus sûr était n'importe où sauf là. À 20h39, la sécurité était en train de secourir activement des fans écrasés contre les barrières. Certains étaient missés au-dessus des barrières, cherchant leur souffle. D'autres suppliaient à l'aide, agitant les bras vers le personnel. Pourtant, personne n'a arrêté le spectacle. À la place, un compte à rebours est apparu sur scène. La performance de Scott devait commencer à 20h45, mais le rappeur avait 15 minutes de retard. La pression dans la foule s'est intensifiée. Des dizaines de milliers de fans se sont précipités vers la scène. Impossible de bouger ou respirer, et l'écrasement allait bientôt commencer. Juste avant 21h, la menace suivante et la plus dangereuse est apparue. La foule compacte n'avait plus nulle part où aller. La scène principale d'Astroworld était un piège mortel, prêt à se refermer. Les fans étaient entassés dans 4 énormes enclos, chacun enfermé sur 3 côtés par des barrières métalliques. Aucune issue ni échappatoire. Une ondulation dans la foule est vite devenue une poussée irrésistible vers la scène. Les gens à l'arrière, par milliers, poussaient donc vers l'avant. Ceux à l'avant étaient écrasés contre les barrières métalliques. Des fans ont franchi les barrières pour s'échapper. La sécurité les a évacués un à un. Mais tout le monde n'a pas réussi. Des dizaines de milliers de fans, entassés plus que jamais, se préparaient pour le moment. Certains avaient déjà perdu l'équilibre. D'autres pouvaient à peine respirer. Pourtant, le compte à rebours continuait. 10 secondes, les fans à l'avant frappaient contre les barrières, suppliant pour qu'on les aide. Il n'y avait nulle part où aller. Puis 0. La scène s'est plongée dans le noir, puis s'est illuminée de rouge. La voix de Scott a retenti dans les haut-parleurs. Le premier beat de Escape Plan. Une chanson d'ouverture ironiquement hantée, car pour des milliers de fans piégés dans la foule, il n'y avait aucune échappatoire. Barty n'a presque pas eu le temps de réagir avant d'être bousculé par la foule. C'était une vague déferlante, imparable et sans pitié. Elle a tenu la main de sa sœur Barty aussi longtemps que possible, mais la pression était insupportable. Derrière, les fans poussaient sans le savoir. Au milieu, la pression montait et à l'avant, les gens étaient écrasés les uns contre les autres. Leurs côtes étaient tellement comprimées qu'ils ne pouvaient en plus respirer. Les gens étaient soulevés du sol. Ils ne contrôlaient plus leurs mouvements, la pression de tous les côtés les maintenait sur place. Ceux qui tombaient ne touchaient même pas le sol. À la place, ils étaient coincés entre les corps, incapables de bouger alors que la pression augmentait. Les derniers mots que Barty dirait jamais à sa sœur furent « Tu vas bien ?» Mais Namurata n'allait pas bien, aucune ne l'était. La force de la foule qui se balançait violemment a séparé les deux sœurs. Barty disparut dans la foule, puis vint l'obscurité. Mais le cauchemar de Barty a continué. Même après qu'elle ait été tirée de la cohue, le chaos a continué. Dans une vidéo virale, Barty, inerte et inconsciente, glisse d'une civière alors que les secours peinent à la transporter en lieu sûr.
Au bout de 6 minutes, la foule a poussé et des gens ont commencé à tomber. Il n'y avait pas d'espace, pas d'air, aucune issue. L'asphyxie par compression est survenue lorsque les corps se sont entassés. La poitrine, incapable de se dilater, emprisonnait l'air à l'intérieur, faisant chuter le taux d'oxygène. La panique s'est installée. En quelques minutes, la conscience s'est estompée et sans oxygène, leur cœur a cessé de battre. Certains ont essayé de résister à la vague, mais la foule était trop dense. Pourtant, la musique continuait de résonner. Pourtant, la foule avançait toujours. Les fans agitaient frénétiquement les bras, espérant être remarqués. Mais personne ne répondit. À 21h16, les premiers rapports commencèrent à arriver. Oh, je suis à l'attente médicale. Beaucoup de gens ont été piétinés et sont évanouis devant la scène principale. La foule était tellement serrée que chaque personne avait à peu près autant d'espace qu'une feuille de papier standard. À 21h18, la première blessure confirmée par écrasement est enregistrée. Ils doivent arrêter le spectacle parce qu'il y a des gens qui se déplacent et qui ne respirent plus. À 21h24, Scott s'est arrêté pour la première fois. Pendant un bref instant, il y a eu une lueur d'espoir. Mais au lieu de cela, le rythme est tombé, et Scott s'est lancé dans sa chanson suivante. À 21h30, une ambulance rouge et blanche se fraye un chemin à travers la foule compacte. C'était un signe évident que quelque chose allait très mal, mais les fans sont montés dessus pour avoir une meilleure vue et ont continué à danser. Scott l'a vu, il l'a montré à la foule, mais au lieu de s'arrêter, il a posé à la foule une question glaçante. Scott savait-il vraiment ce qui se passait dans la foule, et si oui, pourquoi n'a-t-il pas arrêté le spectacle ? Quoi qu'il en soit, ce qu'il a vu ou non allait bientôt faire l'objet d'une enquête criminelle. À 21h35, une jeune femme, excédée, a grimpé sur une tour de caméra et agité les bras frénétiquement. À 21h38, les pompiers et la police de Houston ont officiellement déclaré un événement à victime massive. La musique jouait et le spectacle continuait, même pendant les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire, partout. À 21h39, les pompiers de Houston ont lancé une task force d'ambulance et une première personne a été hospitalisée. Quelques minutes plus tard, Scott a marqué une troisième et dernière pause. Cette fois, il a regardé la sécurité transporter un fan inconscient à travers la foule. Pendant un instant, il est resté immobile. Puis il a repris sa performance. À 21h55, la foule a tenté une dernière fois. Mais le spectacle ne s'est pas arrêté. Drake était finalement monté sur scène à 22h08. Les deux artistes ont chanté leur nouveau titre ensemble. Puis, à 22h15, Scott a quitté la scène en trottinant, saluant la foule. Le spectacle fini, la tragédie persistait. Namrata s'est évanoui lors de la bousculade et un inconnu l'a sauvé, mais sa sœur restait introuvable. Elle a appelé son portable. Un inconnu a répondu, disant que Barty avait été piétinée. Quand sa famille l'a retrouvée à l'hôpital, Barty était inconsciente, reliée à des machines, le visage méconnaissable par l'enflure. Elle avait subi plusieurs crises cardiaques. Pourtant, elle se battait pour sa vie. À 6h le lendemain matin, l'événement de 2 jours a été annulé. Mais comment les choses ont-elles pu devenir aussi graves ? Comment un festival avec sécurité, médecins et police peut-il finir dans le chaos ? La vérité, c'est que tout commençait déjà à se détériorer avant même que la musique ne commence. La sécurité était en train de s'effondrer. Des milliers sont entrés sans billets, la sécurité était peu formée. Certains ont été embauchés par texto. Les secouristes ont manqué de matériel. Et lorsque la foule s'est effondrée, personne n'avait de radio. Nul ne pouvait appeler à l'aide. Le pire, c'est qu'ils l'avaient anticipé. Des experts avaient alerté sur les risques de foule. Les portes avaient un train déjà été passées ce matin-là. Aucun plan n'était prévu pour une telle foule. Personne n'a mis sur pause quand tout a commencé à se détériorer. Face aux vidéos choquantes sur les réseaux sociaux, l'indignation a surgi. Les poursuites judiciaires ont afflué. Travis Scott a proposé des remboursements et a pris en charge les frais funéraires, mais pour les familles endeuillées, cela ne suffisait pas.
Le lendemain, le FBI est arrivé. Le gouvernement fédéral aidait désormais la police de Houston dans l'une des plus grandes enquêtes sur une catastrophe de concert du pays. L'enquête allait se révéler d'innombrables défaillances, mais au cœur de tout cela, une question revenait sans cesse. Travis savait-il ce qui se passait ? L'équipe juridique de Scott a aussitôt nié toute responsabilité. Scott lui-même a publié une déclaration sur Instagram affirmant qu'il n'était pas au courant du chaos qui se déroulait sous ses yeux. J'adresse mes prières à ceux qui ont perdu la vie la nuit dernière. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une chose pareille puisse arriver. Mais les images de cette nuit-là racontent une autre histoire. Les fans avaient appelé à l'aide. Certains sont montés sur les plateformes des caméras, agitant les bras et criant pour arrêter le concert. Il encourageait les fans à se déchaîner, même lorsque la sécurité tirait des corps inconscients par-dessus les barrières. Scott a vu des gens s'effondrer, mais il a continué à jouer pendant 32 minutes après l'annonce d'un événement à victimes multiples. Selon la police, le contrat de Scott avec Apple Music, qui diffusait le concert en direct, comprenait un paiement de 4,5 millions s'il terminait son set. Savait-il cela à ce moment-là ? Ce n'est pas clair. Mais ce qui est clair, c'est que malgré les signes de chaos, Scott a continué. Le paiement a-t-il influencé sa décision ? Le rapport de police ne le dit pas. La question demeurait, pouvait-on réellement tenir quelqu'un pour responsable ? En juin 2023, près de 2 ans après la tragédie, un grand jury a rendu sa décision. Ils ont choisi de ne pas inculper Travis Scott ni aucune autre personne nommée dans l'affaire pénale. Après une enquête de 19 mois, ils sont arrivés à cette conclusion. Déterminer s'il existe assez de preuves pour conclure à un crime, c'est rechercher un motif probable, non une certitude au-delà de tout doute raisonnable. Ici, le grand jury du 228e tribunal de district du comté de Harris a conclu qu'aucun crime n'avait eu lieu et qu'aucune personne n'était pénalement responsable. La bataille pour la responsabilité débutait à peine. Des centaines de poursuites ont été déposées, représentant plus de 1000 victimes. 2 d'entre elles demandaient 2,75 milliards de dollars de dommages. Travis Scott a été accusé d'avoir incité au chaos et de ne pas l'avoir stoppé. Live Nation, Scott Moore et Apple ont aussi été poursuivis pour négligence et blocage des sorties via du matériel de diffusion. Travis Scott avait bâti sa réputation sur le chaos, mais pour 10 personnes, ce chaos est devenu une condamnation à mort. L'avenir de Rudy Peña débutait à peine. À 23 ans, il rêvait d'être agent de la patrouille frontalière. Au lieu de cela, il a rendu son dernier souffle dans le service des urgences d'un hôpital. Danish Beige est mort en héros, protégeant sa fiancée de la foule mortelle. Madison Dubinsky, ex-pom-pom girl au lycée, a été déclarée morte à 23 ans. Brianna Rodriguez, 16 ans, et John Hilgert, 14 ans, ont tous deux perdu la vie. Jacob Jacques Jernick, 20 ans, de la Southern Illinois University, et Axel Acosta, 21 ans, de Washington, ont été déclarés morts. Franco Patino assistait au festival pour fêter l'anniversaire d'un ami. Mais ce serait la dernière célébration pour le jeune homme de 21 ans. Ils sont tous morts ainsi. Asphyxie par compression. Ils ont été écrasés si fortement qu'ils ne pouvaient en plus respirer. Barty ne s'est jamais réveillée. Après 6 jours sous respirateur, elle est souvent décédée en soins intensifs. La plus jeune victime de la tragédie, Ezra Blount, âgé de 9 ans, est également décédé après le festival. Le jeune garçon a subi de graves blessures lorsqu'il était tombé de l'épaule de son père dans la foule chaotique. En 2024, presque 3 ans plus tard, toutes les familles endeuillées avaient réglé leur poursuite pour décès injustifié. À huis clos.